Je voudrais donner quelques éléments de compréhension de ce titre un peu trop complexe et trop chargé, en apportant d'abord des éléments de contexte. Nous vivons depuis une vingtaine d'années, et surtout depuis les 10 dernières années, c'est-à-dire depuis que Google en particulier s'est extraordinairement développé. Google est aujourd'hui la première entreprise mondiale. C'est une énorme aventure, l'histoire de Google, une aventure non seulement de Google, mais de l'humanité. L'humanité est transformée par cette entreprise qui est Google, parce que Google a profondément transformé le statut de la langue. La langue est toujours déjà, en tout cas depuis 30 000 ans au moins, affectée par sa grammatisation. Or, ce dont je parle là, la technologisation de la langue, c'est en fait la dernière époque de la grammatisation numérique de la langue. Je l'ai dit souvent, mais je le redis maintenant de manière plus radicale et expressément, toute logique est toujours une technologique. Il n'y a pas de logique pure. Cette relation indissoluble entre logos et techné, ce fait qu'il n'y a pas de techné sans logos, ni de logos sans techné, et qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre, c'est ce qui requiert une nouvelle critique de l'anthropologie. C'est pour ça que je fais un séminaire cette année sur la nouvelle critique de l'anthropologie. Une anthropologie qui, par ailleurs, est en pleine renaissance. En pleine renaissance à travers toutes sortes de textes. Beaucoup, la plupart viennent des États-Unis. Pas tous, mais la plupart. Et d'ailleurs dans le sillage de questions qui venaient du cognitivisme, souvent. Pas toujours, mais souvent. Comme critique du cognitivisme. Mais également, il y a un renouveau en France avec un livre de Maurice Godelier que je vais commenter en détail, qui s'appelle Les métamorphoses de la parenté, qui m'occupera tout le reste de ce séminaire à partir de la prochaine séance. Après l'âge qui a été celui du début du machinisme industriel, qui reposait sur une automatisation relativement restreinte, puis un deuxième âge qui a été celui du taylorisme, nous entrons maintenant dans un âge qui est celui de l'automatisation intégrale, généralisée, totale, et qui pose d'immenses problèmes, dont je soutiens que, en fait, cette automatisation généralisée va purement et simplement détruire l'emploi et va supprimer à jamais le modèle fordo-keynésien et donc constitue une immense catastrophe économique si nous ne faisons rien pour la penser, l'anticiper et en limiter les effets. Quoi qu'il en soit, cette automatisation généralisée, c'est la conséquence de la grammatisation telle qu'elle va bien au-delà de la langue, du langage, de l'écriture et du logique. Depuis le XXe siècle, cette grammatisation s'opère aussi sur les esprits, sur les contenus mentaux, à travers ce que j'appelle le psychopouvoir, mais également sur les séquences d'ADN, à travers le biopouvoir moléculaire, si l'on peut dire, et je pourrais donner d'innombrables autres exemples, mais je ne vais pas le faire. Ce que je veux dire en revanche, c'est que l'automatisation généralisée comme grammatisation généralisée, et qui permet de connecter ces différents types de grammatisation et de super-automatiser tous les objets ainsi grammatisés, et de les télécommander, de les téléguider, c'est ce qui génère une désintégration généralisée. Une désintégration, ou sens par désintégration, j'entends prolétarisation. C'est-à-dire le fait que les automatismes sont technologiquement intégrés, mais humainement, si je puis dire, ou anthropologiquement désintégrés, socialement désintégrés, économiquement désintégrés. Et c'est une désintégration de la société en tant que telle qui se produit ainsi. Je voudrais maintenant parler d'un autre élément de contexte qui est la crise, je vais appeler ça la crise de la pensée française. Mais en gros, bon, c'est ce qu'on appelle aussi la French Theory, disons la pensée ultra-critique ou post-critique, en tout cas post-structuraliste, caractéristique des années 60 et 70 françaises,
Cette pensée, donc dite post-structuraliste, est terminée. Ça ne veut pas dire qu'elle est caduque. Je ne crois absolument pas que cette époque est caduque et que cette pensée est caduque, mais ça veut dire qu'une autre époque a commencé. Nous ne sommes plus dans l'époque post-structuraliste. Et cette autre époque est issue d'un nouveau double redoublement épocal, d'une nouvelle époquée technologique qui appelle une nouvelle époquée noétique, voilà, et qui n'est pas encore accomplie. Nous sommes entre ces deux moments de ce que j'appelle les deux coups du double redoublement épocal. À l'époque dite post-structuraliste, la pensée n'aura pas su ni pu poser la question anthropotechnique. Alors, en utilisant cette expression d'anthropotechnique, évidemment, je me réfère à Peter Sloterdijk. Je cite: « Lorsque les hommes se refuseront explicitement à exercer le pouvoir de sélection qu'ils ont conquis dans les faits, lorsque les hommes se refuseront explicitement à exercer le pouvoir de sélection qu'ils ont conquis dans les faits, on en viendra sans doute à formuler un code des anthropotechniques, dit-il, qui révélerait et consignerait le fait que l'homme représente pour l'homme une vis major, une force majeure, une force plus forte que lui-même. » Ça, c'est très intéressant. Ce code, derrière lequel, selon moi, il y aurait nécessairement un droit, est appelé par les anthropotechniques. C'est-à-dire que la question du droit serait posée par la technique. Par une force plus forte que lui-même, que l'homme porte en lui-même et qui est plus forte que lui-même. Et cette force, c'est évidemment le pharmacone. Eh bien, cette question, Chris Anderson l'a congédiée en disant, dans The End of Theory, que les big data font qu'on n'a plus besoin d'un tel droit, que dans les faits, les algorithmes résolvent toutes les difficultés à anticiper des faits. Je ne vais pas développer sur Chris Anderson aujourd'hui, j'y reviendrai plus tard, mais si j'en parle maintenant, c'est parce que ce que dit Chris Anderson, c'est qu'il n'y a plus besoin à l'époque des big data ni de choisir, ni de refuser de choisir. On n'a pas besoin de choisir, mais on n'a pas besoin de refuser de choisir, parce que de toute façon, on a délégué le choix aux algorithmes, c'est-à-dire au code. Le troisième élément de contexte, c'est celui qui a été décisif lorsque j'ai pris la décision, au sens strict donc, de faire ce séminaire sur ce thème-là. C'est ce que je vais appeler la crise politico-sociétale provoquée en France par la question du genre. Je ne vais pas vous parler de cette affaire en détail, ça mériterait de le faire d'ailleurs, c'est intéressant, mais ce n'est pas mon sujet principal, ça n'est qu'un élément de contexte. Par contre, je vais vous citer un article de l'Express du 4 février, donc c'est pas vieux, hein, il y a 2 mois et demi, qui dit ceci: « L'affaire traduit le profond délitement de la relation entre la France et son école. » Et il cite le président de la Fédération des parents d'élèves français, qui n'est pas un principe plutôt ouvert, quoi, c'est pas un crétin du Tea Party. Il dit ceci: « Une tranche de la population est en train de se détacher, elle a totalement perdu confiance. » Alors ça, je crois que malheureusement c'est tout à fait vrai, et moi ça m'inquiète beaucoup, et c'est le vrai sujet de ce séminaire sur l'anthropotechnique. Je pense que nous sommes arrivés à un stade de l'anthropotechnique où ces questions-là atteignent un point de fusion très dangereux. La dégénérescence, c'est ce qui est provoqué par ce que je décrirais comme une désintégration commune aux faits anthropotechniques qui caractérisent notre époque. Par exemple, une dégénération commune aux faits anthropotechniques que sont la mère porteuse, les organismes génétiquement modifiés, l'automatisation généralisée, les big data, etc., etc. La désintégration qui produit la dégénération, c'est ce qui est rendu possible par le pharmacone, tel qu'il permet une extériorisation sans retour.
c'est-à-dire sans intériorisation. Autrement dit, c'est ce qui est rendu possible par la prolétarisation. C'est ce qui est, en fait, un processus de prolétarisation. Aujourd'hui, nous vivons un processus de désintégration extrêmement avancé, qui rend possible une prolétarisation, c'est-à-dire une perte de savoir dans toutes sortes de domaines, y compris dans des domaines maternels. La fécondité renvoie à la question de la corruption. Si on dit la fécondité c'est la génération, alors c'est aussi la corruption. Je pense évidemment au texte d'Aristote qui s'appelle de la génération et de la corruption. Ce qui vit meurt, ça veut dire ça. Autrement dit, c'est la question de ce que les Grecs appellent aussi parfois la ptosis, la décomposition, inéluctable de tout ce qui est vivant, et non seulement de tout ce qui est vivant, mais de tout ce qui est, en dehors du monde sublunaire, de tout ce qui est dans le monde sublunaire, je veux dire, qui n'est pas dans l'idéalité, et la fécondité, c'est ce qui lutte contre cette corruption, c'est-à-dire contre cette entropie, contre cette décomposition, contre cette dégénérescence. Voilà, ça s'appelle comme ça, quand on parle clairement. La dégénération conduirait à la dégénérescence comme affaiblissement de la vie, non pas biologique ou génétique, mais néganthropique, de la vie noétique, autrement dit. Dans une telle compréhension de la fécondité, et donc de la génération, de la générosité, la seule garantie néganthropologique, la seule garantie que l'anthropos produise plus de néganthropie que d'entropie, c'est le développement des savoirs. L'unique valeur, richesse qui puisse être développée, c'est le savoir. Donc dans ce séminaire, je fais un plaidoyer pour la défense des savoirs à l'époque d'une dégénérescence dans les anthropotechniques contemporaines. Alors maintenant, je vais conclure et introduire un tout petit peu Godelier. La théorie du genre n'a pas sa place à l'école pour la bonne raison qu'elle n'existe pas. La lutte pour le respect et l'égalité entre les filles et les garçons. En France, autour de cette question du genre, une situation catastrophique s'est installée, s'est focalisée autour de la question du genre et a abouti à l'échec sans précédent de la gauche, parce que je crois qu'il n'y a pas de précédent d'un échec pareil en France, aux dernières élections. Si on lit bien Godelier, la question du genre serait la question primordiale de l'anthropologie. J'essaierai de vous montrer que c'est ça que dit Godelier. Peut-être qu'il ne serait pas d'accord avec ce que je dis, mais je crois qu'il le serait. Quand on a dit, mais non, on ne fait pas un enseignement de la théorie du genre parce qu'il n'y a pas de théorie du genre, en fait, on a fui un problème. Et c'est ça que je voudrais vous dire. Ce qu'on a fui comme problème, c'est le problème de l'anthropotechnie. Parce que le problème qui se pose avec la théorie du genre aujourd'hui vient du fait que l'anthropotechnique permet, par exemple, la gestation pour autrui, permet la procréation assistée par médicalement assisté, et permet 36 000 autres choses dans toutes sortes d'autres domaines qui sont tous plus sérieux et préoccupants les uns que les autres, et face à quoi il n'y a aucune théorie anthropologique. Je vous montrerai que Godelier, par exemple, fait le tour de force d'interroger Lévi-Strauss et toutes sortes d'anthropologues en posant le problème de la technique, mais en ne posant pas le problème de la technique, en évoquant la question de la technique, sans une seule fois citer André Leroi-Gourhan, par exemple. Il y a un refoulement complet du seul qui est vraiment travaillé, à mon point de vue, sur ces questions, qui est vraiment posé, élaboré une théorie anthropologique qui est une anthropotechnique, c'est André Leroi-Gourhan. Tous les autres que je connais, en tout cas, ont opposé à ça une anthropologie, et non pas une anthropotechnie, qui repose sur une idée de l'homme qui est, à mon avis, absolument surannée et problématique. Alors, on étudiera ça dans les prochains